L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Monsieur Large, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. L'escalade se poursuit au Moyen-Orient. 4e jour, l'entité sioniste, dans une énième violation du droit international, avait attaqué samedi l'Iran, détruisant donc des infrastructures énergétiques notamment, et en assassinant plusieurs hauts responsables iraniens. L'Iran, Téhéran a riposté, elle répond aux attaques et a ciblé plusieurs positions de l'entité sioniste dans des sites stratégiques et a causé plusieurs dégâts donc, à l'entité sioniste. Plusieurs pays ont pris des positions. Alors aujourd'hui, sommes-nous face à un risque d'embrasement sans précédent, Monsieur Large? Là, le risque de d'embrasement est réel, hein, il est bien présent. Après, tout dépendra de l'évolution de la confrontation en cours entre l'Iran et Israël dans les prochains jours. On verra comment ça va évoluer. D'un côté, il est certain que l'Iran ne cherche pas pour le moment l'embrasement régional, et on l'a vu dans sa riposte qui reste quand même, on va dire, assez modérée et graduée par rapport aux pertes qui ont été subies. On le voit par rapport aux cibles visées par les attaques à la riposte iranienne. Généralement, c'est plutôt des cibles stratégiques israéliennes, militaires ou énergétiques en réaction aux violations et à l'agression israélienne, qui en réalité a ciblé notamment des sites stratégiques nucléaires iraniens, des installations civiles, etc. Alors justement, l'entité sioniste avait déclaré donc vouloir arrêter le programme nucléaire iranien, ou du moins justifie cette énième violation du droit international par cet objectif. Or, aujourd'hui, vous avez des spécialistes en armement qui vous disent qu'il est impossible de détruire vraiment le programme nucléaire iranien, que l'entité sioniste avance donc de faux motifs pour justifier une attaque qui ne se justifie pas, du moins. Alors, sommes-nous face à un remake de ce qui s'est passé en Irak ? Oui, parce que la justification, on va dire, israélienne, c'est que c'est une attaque préventive, alors que c'est un concept qui n'a aucune valeur juridique sur le plan du droit international. C'est en réalité pour camoufler une agression. C'est comme vous venez de le dire exactement, c'est ce qui s'est passé en 2003 avec l'Irak. Les États-Unis avaient avancé l'argument d'une attaque préventive parce que l'Irak aurait eu des armements de destruction massive, ce qui était totalement faux. Et aujourd'hui, Israël a avancé cet argument. Bien évidemment, ça cache autre chose, et la volonté de ne pas voir d'autres États dans la région disposer de la technologie nucléaire, même pas de l'armement nucléaire, pour garder on va dire, leadership dans la région, et pour imposer en réalité son diktat par rapport aux autres États de la région. Et donc l'argument que l'Iran allait accéder à l'armement nucléaire est assez fallacieux, parce qu'on avait déjà le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui contrôlait. Effectivement, l'Iran enrichissait l'uranium à 60%, mais ça, c'était pour avoir des cartes en main lors des négociations avec les États européens ou les États-Unis, et parce qu'il faut enrichir à 80%, 90% en réalité pour pouvoir développer l'armement nucléaire, même si l'Iran dispose de cette compétence au niveau technologique. Et on avait également les négociations avec les Américains qui semblaient quand même se passer plus ou moins bien, et les Iraniens avaient montré quand même c'était disposé en réalité à négocier, à aller très loin dans les concessions, donc bien évidemment avec un certain nombre de limites pour essayer de trouver un accord. Et là, ça semble comme une opération de sabotage de la part des Israéliens, en attaquant bien évidemment les Iraniens. C'était évident que les Iraniens allaient interrompre les négociations en cours avec les États-Unis. Et également, il y a des raisons d'ordre interne. Le gouvernement israélien Netanyahou, son gouvernement d'extrême droite, était sur le point de tomber. Il y avait des dissensions sur le plan interne, et c'est également une manière de détourner le regard. Ça a permis finalement d'annuler ou de reporter en tout cas le sommet international qui devait aller vers la reconnaissance de l'État palestinien. En tout cas, un certain nombre d'États européens devaient aller dans ce sens. Et finalement, ce sommet a été reporté. On oublie Gaza également en ce moment, donc ça lui permet de détourner tout à fait les regards. Et c'est une manière de se maintenir au pouvoir aussi, parce qu'il sait, lorsque la situation va se stabiliser dans la région, c'est plutôt la case prison qui l'attend.
Donc aujourd'hui, finalement, les motifs ou les objectifs donc, qui justifient cette attaque sont tout autres que ceux qui sont avancés. Torpiller un accord qui s'annonçait entre l'Iran et les États-Unis concernant le nucléaire, faire face à des divisions internes ou du moins entre Netanyahou et son Parlement et les autres partis. Donc finalement, c'est juste une fuite des problèmes réels que vit aujourd'hui l'entité sioniste. C'est une fuite en avant, bien évidemment, mais également, il y a une volonté aussi de profiter du contexte international actuel dans la région. Il ne faut pas nier que l'Iran est affaibli par rapport à la situation avant. Il a perdu beaucoup d'alliés dans la région. La chute du pouvoir d'Assad en Syrie lui fait perdre un allié stratégique dans la région en réalité. L'affaiblissement du Hezbollah après l'assassinat de son chef Hassan Nasrallah également a porté un coup très dur à l'Iran avec ses alliances régionales parce que le Hezbollah était en confrontation directe avec les Israéliens et donc en cas d'affrontement entre l'Iran et Israël, le Hezbollah pouvait riposter directement et ces missiles pouvaient atteindre plus rapidement le territoire israélien. Et combiné aux attaques iraniennes, ça aurait fait beaucoup plus de dégâts. Donc tous ces éléments, Israël, ils ont essayé également de profiter du moment actuel pour mener cette opération, sans oublier que l'administration Trump, comme toutes les administrations américaines, en réalité, elle est très très proche du régime israélien. Et donc il y a une certaine protection vis-à-vis de ce pouvoir. Et dans ce cadre, il y a eu également un feu vert des Américains. Ça, il ne faut pas non plus être naïf. Les Israéliens n'auraient jamais pu mener cette opération sans le feu vert américain. Donc aujourd'hui, le timing qui est choisi, finalement, répond à plusieurs objectifs en même temps. Ce qui protège quelque part ou ce qui permet à l'entité sioniste d'avancer dans une entreprise génocidaire lancée à Gaza il y a aujourd'hui plus de 2 ans. Donc là, on arrive vers les 2 ans, effectivement, et cette entreprise génocidaire se poursuit. Et maintenant, dans le silence le plus absolu, déjà, il y avait une certaine complaisance, on va dire, de la part de certains États occidentaux, à leur tête, bien évidemment, les États-Unis et certains États européens qui avaient toujours du mal à condamner et à mettre les mots exacts sur ce génocide, en réalité, qui est en cours à Gaza. Et maintenant, avec ce qui se passe avec l'Iran, finalement, plus personne ne parle de Gaza. C'est quelque part donc un moyen de faire passer ce qui se passe à Gaza sous silence. Oui, ça passe au second plan, personne n'en parle. Maintenant, tout le monde est focalisé sur le risque d'escalade au Moyen-Orient, et à juste titre, effectivement, parce que l'escalade pourrait avoir des conséquences non seulement sur le plan régional, mais sur le plan mondial, si on a une implication d'acteurs différents, et notamment son impact sur le plan économique, qu'il ne faut pas oublier. Alors justement, est-ce que avec cette attaque, l'entité sioniste n'est pas dans une position où elle voudrait impliquer certaines puissances occidentales, notamment, dans un conflit au Moyen-Orient? L'objectif d'Israël, en réalité, c'est d'impliquer les États-Unis, principalement dans ce conflit d'une manière directe. Là, les États-Unis, effectivement, apportent un soutien, on va dire, logistique, en fournissant les armes et les renseignements. Ils participent également à la défense sur le plan aérien pour abattre les missiles iraniens qui sont envoyés vis-à-vis d'Israël. Bon, on n'a pas une intervention directe sur le plan militaire dans le sens des bombardements américains sur le territoire iranien. Et Israël sait parfaitement que sans l'appui militaire américain, ils ne pourront jamais mettre fin au programme nucléaire iranien. Parce qu'il y a des installations qui sont, notamment l'installation de Fordow, qui est installé dans des zones montagneuses et difficilement accessibles, et notamment à 800 mètres de profondeur. Et qui peuvent résister à l'armement dont dispose Israël. Et il n'y aurait, selon les différents spécialistes, que les armements américains, qu'on appelle les méga-bombes américaines, qui ne peuvent être lancées que par les B-2 américains, qui pourraient potentiellement affecter ce genre d'installation. Et donc tout l'intérêt des Israéliens, c'est de pousser les Américains à intervenir. Et même aujourd'hui, les Israéliens commencent à dire que les bombardements iraniens de cette nuit ont touché l'ambassade américaine. Donc c'est une manière de dire que les Iraniens vous ont attaqué également directement. Et comme Trump avait menacé que si les installations américaines dans la région étaient touchées, ils vont détruire l'Iran. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le risque d'aller vers une guerre nucléaire est présent ? Non, je ne pense pas qu'on est à ce stade, tout simplement parce que l'Iran, déjà, c'est pas encore officiellement une puissance nucléaire sur le plan militaire. Je pense Nous avons le Pakistan qui a annoncé le Pakistan, son mais soutien. le Pakistan a conditionné son soutien, il a dit de manière très claire qu'il utiliserait l'armement nucléaire si Israël utilisait l'armement nucléaire contre l'Iran. Et donc cela semble très peu probable qu'Israël recourt à cet armement, surtout qu'ils ont déjà le soutien américain.
Un équilibre de la terreur qui permet de ne pas aller justement vers l'utilisation. On aurait pu avoir un véritable équilibre de la terreur si l'Iran disposait de l'armement nucléaire, parce que là, personne ne se serait permis à attaquer l'autre. Et on le voit avec la Corée du Nord qui dispose de l'armement nucléaire. Et ça crée finalement un équilibre de la terreur en réalité. Ça protège finalement le territoire coréen. Et là, personne n'ose attaquer la Corée du Nord. À l'inverse, l'Irak, qui ne disposait pas de l'armement nucléaire, ça a été une cible facile. Ce qu'Israël essaye de reproduire aujourd'hui avec l'Iran. Alors justement, la réponse de l'Iran, nous avons eu à suivre donc la riposte iranienne. On a dit c'est une réponse mesurée, ciblée. Les attaques ont ciblé des endroits donc stratégiques, des lieux stratégiques, économiques, énergétiques ou de défense de l'entité sioniste. Une réponse contraire à ce que cherchait l'entité sioniste? Je pense qu'Israël cherchait, dans sa stratégie, une réponse plus importante en tout cas, ça aurait fait l'intérêt, jouer dans le sens des intérêts israéliens, parce que Israël, je pense, ils ont été également surpris par la puissance de la riposte iranienne, même si elle a été graduée, parce que je pense qu'ils ont pensé que leur attaque surprise avait vraiment décapité le régime et sa puissance de frappe, parce que quand même on a eu de hauts responsables qui ont été tués immédiatement lors de cette attaque, cette agression surprise. Effectivement, ça aurait pu stabiliser le régime, et quand même on a l'État iranien, et donc on a un État quand même qui est basé sur des bases solides en réalité. Donc c'est un État au vrai sens du terme, avec des personnes qui sont prêtes à reprendre D'ailleurs, il y a eu des nominations tout de suite après. Dans les médias, donc on est face à un État. On n'a pas eu la même chose, par exemple, par rapport au Hezbollah. Parce que lorsque sa tête de commandement a été décapitée, on a vu finalement le Hezbollah est tombé assez rapidement. Ça n'a pas été le cas pour l'État iranien aujourd'hui. Et donc je pense il y a eu une surprise. Et on voit que l'Iran monte en puissance en réalité dans le cadre de sa riposte vis-à-vis d'Israël. Chaque jour, les attaques sont plus importantes, avec des cibles qui sont encore plus importantes, mais qui restent, comme on vient de le dire, des cibles bien choisies. C'est pas des bombardements massifs sur des zones civiles, par exemple. C'est vraiment. C'est pas ce que fait l'entité sioniste en Palestine. C'est pas ce que fait Israël à Gaza, par exemple, exactement, au Liban, lorsqu'ils ont attaqué le Liban ou la Syrie. Ça, c'est évident. On a deux approches, parce que l'Iran n'a pas intérêt à aller vers l'escalade, et même c'est un État qui se défend. Et même si on prend le droit international, la riposte doit être proportionnée. Et l'Iran joue également cette carte d'un État qui respecte finalement le droit international et qui est juste dans le cadre de la légitime défense par rapport à l'agression israélienne. C'est quelque part une manière pour l'Iran de sortir doublement, éventuellement, gagnante de ce conflit. En tout cas, d'essayer lui permet d'avoir des cartes en main en cas de négociation. D'essayer de limiter les dégâts et d'essayer d'engranger le maximum de soutien sur le plan international. Parce qu'on voit par exemple, il y a plusieurs États européens, alors que c'est Israël qui est l'agresseur, on présente Israël comme si c'est elle qui se défend. Alors encore une fois, voilà, donc il y a quelque chose qui n'est pas logique dans l'analyse en tout cas de certains États. Mais on voit quand même que la majorité des États de la planète condamnent cette agression israélienne et ont apporté leur soutien à l'Iran. On a eu le Venezuela, la Corée du Nord, qui l'a dit de manière très claire, la Ligue arabe, beaucoup d'États européens également, africains, etc. Très bien. Et ces positions, cette violation du droit international, nous y reviendrons dans la deuxième partie de l'émission. Nous reviendrons également sur les perspectives d'évolution de la situation au Moyen-Orient. Restez avec nous. On revient dans quelques instants. Monsieur Larod, donc aujourd'hui l'Iran, on le disait, a riposté de manière assez mesurée, graduée, vous l'avez dit, donc à ces attaques illégales, barbares de l'entité sioniste. Est-ce que justement, si on va vers des négociations, l'Iran se retrouve dans une position de force? Ça dépend en réalité, on va dire l'objectif, parce qu'il faut aussi intégrer la position américaine dans cette analyse. Moi je pense qu'il y a également Trump. C'est la donner son feu vert à cette opération, c'est que pour faire pression sur les Iraniens, pour qu'ils puissent accepter un accord sur le nucléaire, mais un accord selon la vision américaine, qui ne prend pas en considération spécialement forcément les intérêts iraniens, notamment pour ce qui est de l'enrichissement de l'uranium, et dont l'Iran souhaite maintenir la capacité localement. Et même l'accord sur le TMP de non-prolifération les autorise en réalité sur le plan juridique à le faire. Donc il y a cet aspect. Après maintenant, il faut voir comment l'Iran va résister sur la durée. S'ils arrivent à maintenir, on va dire, cette capacité de riposte par rapport à l'agression israélienne de manière quotidienne,
Et dans la durée, ça va créer également une pression sur le gouvernement israélien par rapport à sa propre opinion publique. Donc je ne suis pas certain qu'elle pourra résister et accepter d'être bombardée quotidiennement pendant de longues semaines. Alors que de l'autre côté, on a les Iraniens, c'est un peuple historiquement résistant. Et on l'a vu pendant la guerre Iran-Irak, une guerre qui a duré pendant 8 ans. Et les Iraniens, quand même, ils ont réussi à maintenir ce front interne de manière assez solide. Et là, l'agression israélienne, à la différence des analyses israéliennes qui disent que ça va affaiblir le régime pour le faire tomber, moi je pense plutôt l'inverse. On va avoir ce qu'on appelle l'effet patriotique. Et ça va rassembler en réalité le peuple derrière les autorités pour combattre et résister à cette agression. Mais vous avez justement en ce moment l'opinion publique au niveau même interne qui se tourne aujourd'hui, qui se retourne contre le gouvernement Netanyahou, qui disent qu'ils ne veulent plus, qu'ils ne veulent pas subir les affres d'une guerre. Alors, est-ce que, justement, ça ne risque pas de consolider la position des partis qui avançaient déjà dans un projet pour destituer le gouvernement Netanyahou? Après, il faut faire attention parce que je pense qu'il y a un endoctrinement en réalité de la société israélienne. On l'a vu dans le sens de société guerrière et même dans le sens de cette agressivité vis-à-vis du voisinage, qu'ils sont toujours ciblés, etc. Donc cette guerre par rapport à cette agression par rapport à l'Iran, on va dire sur le plan de l'opinion publique, elle est plus ou moins acceptée. On a vu la plupart des partis politiques de la zone d'Israël finalement ont soutenu cette agression. Maintenant, ça va se jouer en réalité sur la durée. Comme je le disais, je ne pense pas que la population israélienne va accepter de subir des bombardements quotidiens, surtout que l'Iran a la capacité de bombarder l'ensemble de la zone, et on l'a vu, ils ont bombardé des zones au nord, au sud, etc. Et donc ça va se jouer là, le basculement va se faire à ce moment-là, sans oublier également la pression par rapport à ce qu'ils appellent les otages israéliens à Gaza. Donc c'est un autre élément de pression sur le gouvernement d'extrême droite israélien actuel. Alors, la guerre, elle est, ou les attaques contre l'Iran, elles sont illégales. Vous l'avez bien expliqué. Ouais, Du point de vue du droit international, rien ne peut justifier ou expliquer de telles attaques. Finalement, aujourd'hui, que vaut le droit international? Ouais, sur le plan du droit international, le recours à la force armée est strictement encadré. On a deux possibilités en réalité. Soit la légitime défense, lorsqu'un État nous attaque, on a le droit de répondre. Ce que fait l'Iran. Ce que fait l'Iran. L'Iran est aujourd'hui exactement dans une situation de légitime défense. Donc sur le plan juridique, elle a tout à fait le droit de riposter de manière proportionnée, etc. Après, il y a un certain nombre de conditions. Et lorsque le Conseil de sécurité autorise une intervention armée, il n'y a pas non plus d'autorisation du Conseil de sécurité. Donc là, concrètement, Israël essaye d'avancer cet argument fallacieux qu'on appelle une attaque, une opération préventive ou la guerre préventive, pour anticiper un éventuel risque d'une attaque de l'autre partie qui n'est même pas immédiat en réalité, c'est juste une hypothèse et qui peut justifier en réalité toutes sortes d'agressions. Et donc dans les faits, c'est juste une violation pure et simple du droit international et c'est un acte d'agression qui est condamné juridiquement sur le droit international. Et malheureusement, on le voit aujourd'hui, le droit international est malmené. Il faut dire la réalité, notamment par Israël. En dehors de cette agression, ce qui se passe à Gaza, on a tous les éléments constitutifs juridiquement d'un génocide vis-à-vis d'un autre peuple. Et on voit quand même que la condamnation de cet État, notamment par les États soi-disant défenseurs des libertés et des droits de l'homme, je parle des États occidentaux de manière générale, qui développent souvent ce discours, vous avez des États du Sud, mais on le voit lorsque ça concerne leurs alliés stratégiques, et notamment Israël, c'est le silence le plus absolu. À part quelques exceptions, il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac, si on prend l'Espagne et l'Irlande, etc., mais ça reste quand même des exceptions dans le monde occidental. Et ils ont toujours du mal à critiquer ou à mettre les mots exacts sur les agissements criminels et génocidaires du gouvernement israélien. Donc c'est un nouveau test pour les institutions multilatérales qui sont censées être justement garants de cette légalité internationale, de ce droit international. Un test qui met à nu, quelque part, leur incapacité à vraiment défendre ce droit international. Oui, c'est le double standard qui est souvent critiqué par les États du Sud. C'est pas une nouveauté. Donc, lorsque ça concerne, on va dire, les États africains, les États asiatiques, etc., encore, s'ils ne sont pas des alliés des puissances occidentales. Donc là, on va les critiquer et mettre en avant toutes les problématiques liées aux droits de l'homme, au respect du droit international, etc.
juste pour des intérêts politiques et pour faire pression souvent sur ces États. À l'inverse, lorsque ça les concerne eux-mêmes. Les États-Unis en 2003 ont parfaitement violé également le droit international sous la base de ce concept de guerre préventive avec des arguments, des mensonges au niveau de l'ONU sur le fait que l'Irak avait des armements de destruction massive. Mais bon, c'est tout le problème aussi du Conseil de sécurité, de son fonctionnement aujourd'hui, avec ce droit de veto qui est entre les mains de ces 5 puissances mondiales, on va dire, historiques, les gagnants de la Seconde Guerre mondiale, alors que le monde a changé depuis. On a d'autres puissances et qui posent problème. Donc tant que ça concernera ces 5 membres permanents ou leurs alliés, le droit international sera forcément mis de côté malheureusement. Une nouvelle fois, les institutions doivent être réformées, plus que jamais. Oui, plus que jamais. Larek. Donc là, aujourd'hui, la question et la problématique de la réforme des institutions onusiennes, notamment, se pose plus que jamais, parce qu'on est dans un nouveau monde, en réalité, avec de nouveaux États, de nouvelles puissances. Et on prend les BRICS, par exemple, qui essayent de créer un équilibre vis-à-vis du G7 et des puissances occidentales de manière générale. Et on a une nouvelle réalité sur la répartition des cartes sur le plan mondial. On a des États qui n'acceptent plus cette situation, qui avaient peut-être des explications et des raisons historiques, mais qui ne sont plus valables aujourd'hui, surtout lorsqu'on voit que le droit international est manipulé et utilisé pour finalement défendre ses propres intérêts par les grandes puissances et leurs alliés. Alors justement, donc aujourd'hui, on est accroché quelque part donc à nos écrans à essayer de suivre la situation, comment évolue la situation donc au Moyen-Orient. Alors, quels sont les scénarios d'évolution justement, monsieur Là, en réalité, on a différents scénarios possibles. Donc, dans un certain nombre dépendent de la capacité de résistance des Iraniens et de la capacité qu'ils ont à contre-attaquer, à riposter aux attaques israéliennes, parce qu'on n'a pas d'informations concrètes et c'est normal, on est dans une situation de guerre pour déterminer finalement le bilan des pertes, parce que l'agression israélienne, la première agression israélienne a été, je pense, assez dure quand même pour les Iraniens. Ils étaient apparemment pas suffisamment préparés parce qu'ils étaient dans un processus de négociation tout simplement, donc je pense qu'ils ont été manipulés aussi sur ce plan par les États-Unis aussi, donc et donc il y a eu quand même de grosses pertes. Donc maintenant il faut voir, mais ce qu'on voit en tout cas pour le moment, c'est que la riposte iranienne est toujours présente. Maintenant il faut voir si elle se maintient dans le temps, et il faut voir aussi si d'autres acteurs régionaux vont s'impliquer dans ce conflit, et plus le conflit va durer, plus le risque finalement d'escalade va augmenter, parce qu'on voit qu'Israël, ils sont en train d'augmenter les cibles, ils sont passés de cibles officiellement militaires et nucléaires finalement à des cibles économiques. Lorsqu'ils bombardent les installations pétrochimiques et gazières iraniennes, c'est finalement une manière de toucher l'économie iranienne sur place, avec cette volonté de créer également une pression sur le gouvernement iranien pour pousser, même si c'est pas dit, ça a été dit de manière indirecte en réalité, de pousser les Iraniens à se révolter contre les autorités iraniennes pour faire tomber finalement le pouvoir actuel iranien qui va pas dans le sens des intérêts israéliens. Après, il faut suivre également le rôle des Américains dans cette opération. Les Américains, ils ont dit qu'ils n'intervenaient pas officiellement pour le moment. Et donc, s'il y a une intervention américaine, l'Iran sera dans l'obligation, je pense, par rapport à son image et sa crédibilité, par rapport tout simplement juste à son opinion publique et sa légitimité de défendre son territoire, de riposter à ces attaques éventuelles américaines. Et dans ce cas-là, on risque d'avoir véritablement un embrasement, parce que l'Iran, en toute logique, va cibler les bases américaines dans la zone d'où seront parties les attaques. Et ces bases sont situées en Irak, en Arabie Saoudite, aux Émirats, au Koweït, au Bahreïn, etc., au Qatar. Donc on a quand même, donc ça peut vraiment embraser l'ensemble de la zone. Sans oublier qu'on a également les alliés iraniens, comme les Houthis, le Hezbollah éventuellement, même s'il est affaibli, ou un certain nombre de groupes armés en Irak, qui peuvent également jouer un rôle plus important en cas d'embrasement de la région. Justement, l'entité sioniste, on a beaucoup parlé de l'Iran, puisque c'est là que se passe le plus gros, qu'a lieu le plus gros des attaques, mais l'Irak, la Syrie, le Liban ont également été attaqués. Rien n'arrête la machine de guerre sioniste. Oui, donc c'est pas nouveau. Donc on voit qu'Israël cherche à redessiner les cartes du Moyen-Orient et de la zone selon ses propres intérêts. Donc il cherche une paix, on va dire, à l'israélienne, qui ne correspond pas à une véritable paix. C'est une paix de domination, de
de Tel Aviv par rapport au reste de la région. Et donc, effectivement, on a vu en Syrie, ils occupent des territoires de manière illégale. Au Liban, ils continuent, malgré l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah, ils continuent de violer finalement cet accord en bombardant régulièrement le Liban, pas seulement le sud du Liban, même Beyrouth. Ouais. Et là également, pour attaquer l'Iran, ils ont violé l'espace aérien irakien, etc. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Vu qu'ils ont, on va dire, ce feu vert de la part des Américains, ils vont continuer à le faire tant qu'il n'y a pas une puissance régionale qui peut équilibrer. Et l'Iran, en réalité, c'était aujourd'hui la seule puissance régionale qui créait plus ou moins, malgré la différence de puissance, ça il ne faut pas le nier, mais qui avait quand même cette capacité de créer un certain rapport de force, puisqu'elle avait la capacité de faire du mal à tout État qui allait l'agresser dans la zone. Et donc, c'est pour ça également, Israël cherche à faire tomber finalement le dernier, on va dire, État qui pouvait lui faire face dans la région. Parce que la plupart, il faut dire également cette réalité, la plupart des États dans la zone, notamment les États arabes du Golfe, ils ont normalisé leurs relations avec Israël. Alors, vous avez les gardiens de la Révolution donc, qui annoncent ce matin qu'ils attaquaient ou qu'ils utilisaient des armes encore de plus en plus développées avec des quantités encore plus importantes. Est-ce qu'on doit s'attendre à une escalade dans les prochaines heures, disons, à un renforcement de la riposte iranienne? Oui, je pense qu'il est important de suivre les prochaines 48 heures. En réalité, je pense que ça va nous donner quand même une idée sur la capacité de riposte des Iraniens. Là, on voit quand même qu'ils ont encore cette capacité qui est assez importante de cibler et d'arriver à toucher des sites stratégiques en Israël, malgré le fer de dôme qu'on présente souvent comme étant un système antimissile très efficace, etc. Mais les Iraniens, en bombardant massivement, ils ont également cette technique de surcharger, on va dire, des capacités de ce dôme pour qu'un certain nombre de missiles puissent passer et toucher de manière très importante des sites stratégiques. Donc justement, le fait de présenter ce dôme comme étant infaillible, aujourd'hui finalement, c'est juste un mythe. Nous l'avons vu à plusieurs reprises. Exactement, il est efficace, ça, il ne faut pas le nier, parce qu'il a quand même réussi à abattre un certain nombre de missiles, sinon les dégâts auraient été beaucoup plus importants, mais effectivement, il n'est pas infaillible, et les Iraniens, ils ont trouvé, on va dire, une technique pour nuire à ses capacités de défense en attaquant de manière massive. Et c'est pour ça que je dis que c'est d'autres acteurs entrent en jeu, notamment les Houthis de manière plus importante ou les Hezbollah. Là, il va être surchargé, il y aura beaucoup plus de missiles qui passeront. Mais déjà, à l'heure actuelle, on voit que les Iraniens arrivent à toucher de manière assez efficace et à créer finalement, de rééquilibrer ce rapport de force et la terreur en réalité dans les deux sens. Et là, il faut voir s'ils ont la capacité de monter en puissance en réalité progressivement pour maintenir cette pression. Une situation que nous allons suivre. On arrive à la fin de notre émission. Merci, Monsieur Laroud, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle, Madame, Monsieur, que Monsieur Bassem Laroud est docteur en droit international, expert stratégique et géopolitique de la région MENA et fondateur du cabinet de conseil Amen Risk Consulting. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée. À demain.